Patrick, c'est une expérience pour toi, cette relation intime avec une femme trans, ou alors il faut le normaliser, justement? Non, justement, c'est pas du tout. Au fait, c'était pas du tout un rat de laboratoire où tiens, je vais faire une expérience. Ah ouais, c'est femme trans, vas-y, je vais essayer, voir comme ça. Pas du tout. J'ai vu un humain en face de moi, j'ai vu une personne qui m'a attiré, et je me suis dit, je vais pas me mettre de barrière sous prétexte que si, que ça. Point. Hi Patrick! Hello! How are you? I'm good, and you? How you doing? Pretty good, thank Yes, you. how was Love Trip? Love Trip was amazing. Amazing, because Patrick is international. Bah oui, international. Patrick, t'as tourné dans une émission de télé-réalité pour les États-Unis qui s'appelle Love Trip, et on t'a découvert un petit peu plus récemment dans Cosmic Love, la télé-réalité événement présentée par Nabila sur Amazon Prime Video. Et c'est vrai qu'on se court après pour faire une interview depuis le mois de janvier. Ouais. T'as vu, je suis pas facile comme garçon. Hein. Ah, c'est moi aussi, je bagarre. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Toi non plus. Depuis le mois de janvier, on devait faire une interview pour Cosmic Love. Et entre-temps, j'ai appris que tu avais participé à la Villa des Cœurs Brisés. Je savais pas. Eh oui. Dis donc, t'en as des secrets, Patoche? J'en cache pas mal. Ouais. Et en travaillant cette interview, j'ai découvert que tu avais participé en 2019 à une émission qui s'appelle Le Sens de l'Effort, qui était, pour moi, c'est un petit peu comme si c'était le successeur de Garde à vous. Exactement, c'était Voilà. ça. C'est ça? Ouais, c'est un petit peu, c'était comme la saison 2, quoi, c'était la continuité plus ou moins. Quand t'étais jeune, hein? Ah bah, j'étais tout petit, oui. T'étais blond décoloré. J'avais fait la petite coupe, j'avais tout fait. Eh ouais, t'étais turbulent. À cette époque, oui, pas mal. Hein? Mais on va en parler. Je suis sûr qu'on va faire une très bonne interview. Dans un premier temps, je vous propose, ma communauté, et je te propose, Patrick, qu'on apprenne à mieux te connaître, tout simplement. Voilà, comme si c'était un petit peu la première fois, voilà, qu'on se rencontre, t'as ton thé, on papote. Carrément. Patrick, tu viens d'où? Comment t'as grandi, quoi? C'est quoi ton histoire? Bah, avec plaisir, déjà merci de m'accueillir, c'est super gentil de ta part. Je m'appelle Patrick, j'ai 27 ans, je suis franco-suisse. Donc j'ai grandi un petit peu dans les deux pays, en France, en Suisse, même si principalement j'ai fait mes études en France. Et puis on va dire que je me définis comme un aventurier, un amoureux de la vie. Voilà. Je vagabonde pas mal à gauche à droite depuis plusieurs années maintenant. T'as des frères, des sœurs? Ouais, j'ai une grande sœur qui a 2 petits bébés jumeaux. Et puis c'est tout ce que j'ai. Plus âgé que toi? Ouais, plus âgé que moi. Okay. Elle a 1 an de plus. Et l'adolescence, ça n'a pas été évident pour toi? T'étais très turbulent. Oui, j'ai eu une adolescence effectivement où j'étais un peu perdu, donc je me suis fait virer de plusieurs lycées, de l'internat, etc. Ce qui fait que je me suis retrouvé à vivre seul très rapidement, à 17 ans, dans un petit appartement tout petit, de, je sais pas, une douzaine de mètres carrés. Parce que ta maman voulait te mettre en pension, si je ne me trompe pas, c'est ça. Et ils t'ont pas accepté? Si, alors ils m'ont accepté, mais bon, bêtise d'internat, on fait des blagues, c'était un peu ma façon à moi de m'évader, et forcément au bout d'un moment, ça n'a pas matché, donc je me suis fait exclure de l'internat. Qu'est-ce que tu avais fait comme blague? Au fait, je bisutais les bisuteurs un peu, entre guillemets. Ah d'accord. Voilà, parce que j'aime pas, moi, qu'on se prenne comme ça aux faibles. Mais genre, tu faisais quoi? C'est des gamineries de bisoutage. On se lève à 2-3 heures du matin, on prend du savon, on met devant la porte, on retire les lattes des sommiers, on fait tout ce qu'on peut faire dans un internat quand on est adolescent, quoi. Ok, donc tu t'es fait virer de cet internat. Ouais. Et c'est ta maman donc, qui t'a pris un appartement à l'âge de 17 ans. C'est ça. Voilà. Et elle a regretté un petit peu par la suite. Hein. C'est ce qu'elle disait pendant que tu avais fait le sens de l'effort. Ouais, je pense qu'elle aurait voulu un peu m'avoir prédé peut-être un peu plus longtemps, parce que c'est vrai que du coup très jeune, indépendant, et après j'ai pris goût à ça, à cette liberté d'être seul. Ouais, parce qu'elle a dit, ta maman, c'était une erreur pour elle. Avec du recul, l'appartement, il a séché les cours, il a pourtant obtenu son bac STMG avec mention bien et s'est inscrit en STAPS, donc c'est le sport, à Besançon. Il a fonctionné sur ses acquis durant 2 années, il a lâché en 3e année, il est revenu à la maison. Tu avais un rêve, c'était d'être tennisman. Ouais. Ouais, toute ma vie, au fait, j'ai grandi avec ce rêve-là de devenir tennisman professionnel. J'étais énormément poussé par mon père, toute mon enfance. On avait un terrain de tennis à la maison, carrément. Ils avaient déménagé exprès juste à côté de la Suisse et de la France pour que je puisse m'entraîner et en Suisse et en France. Donc vraiment, ma vie était tournée autour de ça. Et puis ensuite, à l'âge de 13 ans, il y a eu le divorce de mes parents. Et là, c'était plus possible d'assumer tout simplement mes entraînements. Donc j'ai abandonné ce rêve. C'est-à-dire qu'en fait, le divorce de tes parents, il a eu un impact psychologique sur toi? Ah oui, énorme. Après, comme beaucoup de personnes, mais oui, le problème, c'est que j'ai pas juste perdu mon cocon familial, c'est que j'ai perdu aussi mon rêve et moi-même, parce que quand, depuis tout petit, on te dit « tu seras tennis professionnel, let's go », et tu penses qu'à ça, quand tu te retrouves sans rien, à 13-14 ans, tu dis « ah je fais quoi de ma vie maintenant? Qu'est-ce que j'étudie? Qu'est-ce que j'ai envie de faire ?» J'avais rien d'autre en tête à part ça. Et ta maman t'avait laissé le choix à l'époque, hein, donc tu avais 12-13 ans, elle t'avait dit
Est-ce que tu préfères venir vivre avec ta sœur et moi ou alors avec ton père à l'époque, donc du haut de tes 13 ans, tu choisis de vivre avec ton père? Ouais, c'est ça. En fait, je me lève tout simplement et là, je vois ma maman avec ma soeur au côté de la table et mon père de l'autre côté. Et elle me dit, bon, ben, je pars avec Justine, qui est ma soeur. Qu'est-ce que tu souhaites faire? Et moi, j'étais pris de court parce que je ne m'attendais pas du tout. Et du coup, un petit peu par, je pense, limite, vu que mon père me poussait énormément pour le tennis, j'ai choisi de rester avec lui parce que je me suis dit, bon, ben, c'est avec lui que je vais pouvoir continuer. Donc, je suis resté avec lui. Ouais. Et t'as confié, c'était l'année la plus difficile de ma vie. J'ai vu un peu la destruction de ce que pouvait faire la dépression, la violence, plein de choses négatives de mon père qui n'a pas su gérer. Il avait perdu sa femme, son emploi et sa maman. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Au fait, c'est simple, ouais, à 13-14 ans, on se retrouve à voir son père qui est complètement détruit par un divorce. J'ai perdu ma grand-mère au même moment, donc sa mère. Il a perdu son emploi au même moment. Il se trouve avec une maison, il y a les problèmes financiers aussi qui arrivent, etc. Donc pour lui, c'était très compliqué à gérer. Et du coup, forcément, il y a eu des répercussions aussi sur moi, qui le voyait au quotidien un petit peu se détruire pendant une année comme ça, non-stop, où voilà, au début, c'est des petites choses simples, mais c'est plus pouvoir faire à manger, etc. Ensuite, amener au bus pour aller au collège, etc. C'est à moi d'aller en hiver, etc., de marcher, parce que j'étais dans la campagne totale, mais c'est des petites choses comme ça, au quotidien, qui s'accumulaient, et après, c'était invivable. T'as eu un sentiment d'abandon indirect? Ouais, je pense que... Ouais. En fait, c'est le moment où tu as envie d'avoir une figure paternelle forte à tes côtés, où tu te dis, bon, il va être là pour moi dans ce moment-là. Et au fait, c'était un peu tout l'inverse, quoi. Et quand tu parles de déprime et de violence, tu parles de toi ou tu parles de ton père? Non, je parle... moi, je pense qu'avec le recul que j'ai maintenant, j'aime pas ce mot-là, mais dépression, mais j'étais vraiment pas bien forcément. Je m'enfermais sur moi-même. Mais ouais, non, aussi, du coup, du niveau de mon père, où c'était un peu un moyen, lui, de communiquer tout ça, quoi. Pourquoi t'aimes pas ce mot-là? Dépression, parce que, je vais pas me faire des amis, mais c'est un état d'esprit un peu pour moi. En fait, la vie, elle est trop précieuse pour parler de dépression. On peut avoir des moments où, bien sûr, on est triste, je le respecte à 1 000 000%, mais voilà, ça dure pas éternellement. Avec le temps, en fait, ça va s'améliorer, et je préfère me dire que ce mot n'existe pas, même si, ok, c'est une vraie pathologie, etc., très bien. Mais pour toi, tu parles. Voilà, pour moi, je me le bloque, je me l'interdis d'y penser, parce que sinon, si je me mets dans cet état d'esprit, je sais que je vais l'accepter, au fait, et je vais tomber dedans facilement. Ouais. Ok, donc quelque part, c'est une forme de déni. Un chouïa. Mets le nom que tu veux dessus, mais... T'aimes pas le déni non plus. Je dénie le déni. Ouais. Voilà. Du coup, c'est la preuve formelle que c'est du déni. Non, mais ouais, en fait, ouais, on peut dire que c'est du déni. Mais est-ce que c'est mal de dénier, ça se dit, des choses négatives comme ça? Je sais pas. À la limite, je préfère me dire que ça n'existe même pas, et comme ça, je me concentre que sur le positif. J'aimerais te montrer un réel que tu as posté sur Instagram, et tu montres ton évolution dessus. Et il y a une séquence qui est un petit peu choc, j'ai des questions à te poser par rapport à ça. Regarde. Ouais. Qu'est-ce qui représente ce réel? Que tout est possible. Il représente l'évolution, mon évolution, que peu importe d'où tu viens, peu importe ce qui s'est passé dans ton passé, d'utiliser ça comme une force et non pas te laisser détruire par ça. Pourquoi on t'aperçoit aux toilettes en train de vomir? Parce que j'ai des moments sombres dans ma vie, comme beaucoup de personnes, quand on se cherche. Donc forcément, soirée, alcool, beaucoup, un peu de drogue, etc. Alors, pas grand-chose, mais voilà, j'ai goûté un peu à tout dans la vie, que ce soit le négatif comme le positif. Ok, et tu faisais quoi là aux toilettes? Parce que... Je vomissais mes tripes là aux toilettes. Mais pourquoi tu as décidé de le montrer? Et suite à quoi tu vomissais tes tripes? Moi, je pensais que c'était en lien avec le physique, avec le poids, avec le corps. Bien sûr aussi. Forcément, quand on a un mode de vie comme ça, où on fait juste aller en soirée tout le temps, on boit, on se drogue, on mange mal, on finit comme ça, dans les toilettes, tête en train de vomir. Ok. Tu te drogues encore? Non, pas du tout. Non, mais attends, je me drogue pas du tout. Pas du tout, j'ai juste goûté parce que je suis un curieux de la vie, je veux tout savoir. Quand il y a quelque chose, même si c'est négatif, c'est pas grave, je veux connaître parce que je sais que j'ai la capacité Tout en sachant qu'il y a des dangers, hein, bien entendu, pour la santé, etc. Bien entendu. Il faut le dire, c'est très important. Tu es en train de parler de ton histoire à toi. Clairement, c'est mon histoire et ne faites surtout pas ça. Mais vu que je suis curieux, je veux tout savoir parce que je sais que moi, j'ai la capacité de juste me dire, ok, j'ai essayé, je sais ce que c'est. Je déteste être bête quand on parle d'un sujet et on me dit, il y a ça, t'as déjà vu, je sais pas ce que ça fait, je veux savoir. Ouais.
Ok. Moi, je pensais que c'était en lien avec ton évolution physique. Tu vois, j'étais à côté de la Aussi, plaque. aussi, bien sûr. Je me demandais si c'était pas de l'anorexie. Ah ben moi j'étais carrément, si, il y a des photos de toute façon, hein, mais c'était carrément de l'anorexie quasiment. Alors je me faisais pas vomir, pas du tout, mais de toute façon je pouvais pas parce que je mangeais quasiment rien. Mais non, ouais, du coup, on mange pas, on boit de l'alcool tout le temps, forcément on finit comme ça, quoi. Pourquoi tu as fait de l'anorexie? Adolescence, encore une fois, pas très bien dans ma peau, je suis perdu, je me cherche, je fais rien à part jouer aux jeux vidéo toute la journée, je me nourris pas à part de paquets de chips. Mais tu te trouvais en surpoids, ado? Ah non, non, je ne trouvais pas en surpoids. T'as jamais été en surpoids? Ah non, non, au contraire, j'ai été toujours de petit gringalet, rigolo. Mais alors pourquoi tu mangeais pas? J'avais pas l'appétit, Il y a des moments quand on va pas bien, on n'a pas envie de manger, on n'a rien envie de faire, à part s'enfermer dans sa bulle, sur les jeux vidéo, et voilà quoi. Tu te trouvais trop maigre? Ah bah oui, c'est un énorme complexe. Ah, c'était un complexe, Ah la bah minceur? bien sûr, un énorme complexe, ça part de là. Ok. Ça a duré combien de temps, ce complexe de la minceur? Ouais, toute mon enfance, j'étais hyper maigre, jusqu'à l'adolescence, jusqu'à ce que j'ai un peu ce déclic, entre guillemets, vers mes 18 ans, quoi. T'avais du succès ou pas à l'école, au lycée, avec les nanas? Bah, avec les nanas, Ouais. j'étais le meilleur ami de toutes les filles. J'étais le petit gringalet qui était rigolo. J'avais un peu de boutons, un appareil dentaire. Donc forcément, j'avais du succès amical. Ok. Et du coup, ça a créé une énorme frustration chez moi. C'est-à-dire que toi, t'avais pas envie d'être leur copain? Ah bah non, moi je leur disais, non, mais je veux pas être ton ami, moi. Mais si, mais t'es comme mon frère. Ah non, je ne suis pas ton frère. Mais du coup, voilà. Mais j'ai pris ma revanche là-dessus, donc c'est bon. Oui, bah ça, j'en doute pas. On va en parler. Et à partir de quel âge tu t'es dit, t'as eu un déclic et tu t'es dit, je vais changer physiquement? À 18 ans. En fait, quand je me suis retrouvé seul à 17 ans dans mon appartement, j'ai pas mal cogité du coup. Et à 18 ans, je tombe sur un livre qui s'appelle Le Secret. Je sais pas si tu connais, c'est sur la... Bah, bien sûr, Voilà. je l'ai lu, j'ai vu le documentaire. Donc, tout. on est sur la même énergie du coup. Et du coup, ça a eu un énorme déclic dans ma vie. Littéralement, j'ai dit, ça y est, je viens de comprendre pourquoi je suis né. Il y a un proverbe qui dit d'ailleurs, on naît deux fois. La première, c'est quand on est né. La deuxième, c'est quand on comprend pourquoi. Et moi, ça m'est arrivé à ce moment-là, en fait. Mais c'est incroyable. C'est incroyable ce que tu dis parce que ma communauté doit m'entendre le dire depuis plusieurs semaines. Mais en ce moment, je suis à fond sur la question « Qui suis-je » Ouais. Et c'est une question d'ailleurs que j'aime beaucoup poser aux personnalités que je reçois. Pardon. Ouais. Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu sais pourquoi tu es là? Est-ce que tu sais quelle est ta mission de vie? C'est une vraie question. Hein. Mais moi, j'ai même une double question derrière, c'est suis-je mes pensées ou mes actions? Parce que c'est différent. Ouais, c'est vrai. Tu vois, mais on va dire que je pense que j'ai pas... c'est dur, hein. C'est une question que je me suis énormément posée et c'est un gros tracas parce que on se sent perdu au fait qu'on ne peut pas répondre à cette question. Mais je pense que c'est évolutif. Et aujourd'hui, j'ai clairement une meilleure image de moi-même et je sais exactement un peu mieux déjà qui je suis comparé à avant, où j'étais vraiment perdu. Là, ça va. J'aimerais te montrer cette photo. Ouais. Qui atteste de ton évolution physique et que tu puisses un petit peu nous en parler. Combien il y a de temps qui se passe entre ces deux photos? Et t'étais quand même très dessiné à gauche. Hein. À gauche, là? Ouais, mais j'étais tout maigre. Tout mince, c'est facile, c'est tricher. Quand on a des abdos mais qu'on est tout mince, c'est tricher. Tu t'aimes pas à gauche, là? Non, c'était mes débuts. Après, là, ça va. À gauche, j'avais déjà à peu près quand même 6 mois de muscu, on va dire. Enfin, de muscu. On s'entend de ce que je savais faire, Ok. de sport. Et très jeune, j'avais 18-19 ans à gauche. À droite, 22. Et à droite, voilà, j'en ai 22. Il y a 3 ans qui séparent cette photo. Ouais, à peu près, ouais. Et 20 kilos. 3, 4, ouais, une vingtaine de kilos. 20 kilos de muscles. 20 kilos, pas que du muscle, mais oui, il y a quand même, bon là, en l'occurrence sur la photo, oui. Après, c'est des photos, hein, mais ouais, on a bien mangé, quoi. Pourquoi tu voulais ressembler au jeune homme de droite, qui est toi? Je voulais même beaucoup plus que ça. J'étais vraiment à la conquête de vouloir prouver, tu sais, parce que justement, d'avoir vécu tout le temps dans le « oui, t'es mon copain, t'as ci, dans cette frustration de ne pas avoir ce que je voulais, entre guillemets, et je me suis dit, je vais devenir la meilleure version que je puisse être. Là, on voit sur cette photo que la transformation physique. Mais bien entendu, il y a aussi la transformation mentale qui va avec, hein, donc toute la confiance, ou même au niveau du style, de la manière de parler, etc. Il y a un gros travail là-dessus. C'est pas que physique. Et du coup, ouais, ça résume bien ça, quoi. Est-ce que tu t'aimes aujourd'hui? Oui, je m'aime. Non, mais oui, on peut dire que je m'aime aujourd'hui. Oui. Est-ce que tu es satisfait de ton enveloppe charnelle? Est-ce que tu es satisfait de l'intérieur? Le problème, moi, c'est que j'ai une obsession pour le plus.
J'ai été éduqué comme ça, très dur. Il faut plus. Quand je gagnais un tournoi, même si je gagnais 6-2, 6-2 en finale, et ben pendant 1 heure, la réflexion, c'était t'as fait une erreur là, t'aurais dû faire 6-1, 6-1, 6-0, 6-0, etc. Donc j'ai été éduqué dans le tu peux toujours faire mieux. Et du coup, donc même si là, oui, je suis satisfait avec ce que j'ai de la gratitude pour qui je suis aujourd'hui et ce que j'ai atteint, mais j'ai toujours en tête je peux faire mieux, je peux faire mieux, je peux faire mieux. Et le plus est l'ennemi du bien, tu le sais aussi. Oui, mais bon. Écoute, c'est comme ça. Après, tout dépend si tu veux le plus ou le bien. Je veux les deux, je veux tout. Donc c'est très philosophique cette interview. Oui, c'est vrai. Hein, on poursuit avec une autre photo. Ok. On est toujours sur une évolution physique, mais là, si vous aviez suivi à l'époque, en 2019, sur M6, le sens de l'effort, vous allez reconnaître Patrick. Oh là là, le blondinet, qu'il est beau. Ah, ça te va bien, hein, en blanc, je trouve. Ah non, mais là, c'est terrible cette photo. Pourquoi elle est terrible? Bon, quand j'arrive, c'était beau, mais après, pas de shampoing, rien dans les conditions, ça a fini comme ça, quoi. Mais bon. Tu trouves que ça me va bien? Ouais, franchement, le blond te va bien. Bon. Quel souvenir tu gardes de cette émission sur M6, qui était donc le successeur de Garde à vous, hein. Ouais. On avait connu Lagdar dans Garde à vous. Exactement. Florian. Ouais. Voilà, Florian Roche, hein, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Il y a eu quelques personnalités quand Adrien même. Laurent, qui sort de ça aussi. Et, Adé Laurent, exact. Ouais. Et première expérience télévisuelle, mais au-delà de ça, c'était vraiment de l'immersion pure et dure. Donc c'était génial à vivre. Moi, j'ai adoré dans un contexte en plus comme ça, militaire, sportif, aller de l'avant, se dépasser. Enfin, c'était un rêve pour moi. Donc non, j'ai adoré cette émission. Ta maman, elle s'était confiée. Et ouais. Suite à cette émission sur M6, elle avait dit « Il est beaucoup mieux maintenant en parlant de toi, mais Patrick parle peu. Je ne sais pas bien ce qu'il ressent. J'ai l'impression que Marius, donc c'était celui, le militaire qui vous drivait, en incarnant une figure paternelle, lui a fait du bien. » Tu parlais peu à cette époque? Ouais, même encore maintenant. Hein. Bon là, en l'occurrence, ça va, mais ouais, non, je te disais, j'étais très enfermé, je parlais jamais. C'était très dur pour moi d'exprimer ce qui se passait dans ma tête, au fait. J'arrivais pas à mettre les mots, et même si je pouvais mettre les mots, je voulais pas les mettre parce que je trouvais pas l'utilité. C'est-à-dire que toujours aujourd'hui, en société, tu réserves ta parole pour qu'elle soit utile? Ah, moi, j'écoute énormément. 99% du temps, j'écoute et 1% je parle. C'est comme ça qu'on apprend et... Si on me pose des questions, bien sûr, je vais répondre maintenant parce que j'ai l'expérience, j'ai la maturité, je peux encaisser, je peux dire les choses. Mais avant, c'était impossible pour moi, impossible. Tu réfléchis énormément. Ah oui, ça tourne trop là-haut. T'es un timide. Mais les gens ne le croient pas, mais oui, je suis un énorme timide de base, horrible. Mais il y a des vidéos de moi d'ailleurs au collège, les spectacles où je suis tétanisé sur scène, je peux rien dire, rien faire. Ah ouais, non, de base, je suis un énorme timide. Est-ce que t'es un timide qui joue l'extraverti, parfois? Ouais, je pense qu'on a tous un petit masque de temps en temps et je me force à me mettre un peu dans ce personnage des fois aussi. Ouais. Après cette émission sur M6, t'es appelé, t'as quel âge? T'as 20 ans, 21 ans là? Ouais, j'ai 21 ans je crois. T'es appelé pour différentes télés? Ouais, forcément. Alors là, on m'appelle un petit peu pour faire tout ce qui se faisait à l'époque, ce qui se fait encore maintenant, mais il y avait La Villa, il y avait Les Princes, Les Anges. Voilà, j'ai eu à peu près 3-4 différents appels pour faire à peu près ça, quoi. Et pourquoi tu refuses tout? Parce que j'y suis allé dans une démarche de, encore une fois, curiosité. Moi, je voulais juste voir, comme un peu tout le monde, comment ça se passe la télé, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, je voulais connaître, je voulais savoir l'environnement. Et une fois que je l'avais vu et vécu, je me suis dit, bon, c'est bon, je voulais pas, je suis pas trop, j'aime pas dire ça, parce que maintenant, quand même, je commence à en faire 2-3, mais j'enchaîne pas, je m'en foutais un peu de la télé-réalité à cette époque-là. Et du coup, j'avais mon projet de partir à l'étranger voyager, et j'ai simplement préféré suivre mes projets perso que de me dire, je vais faire une carrière ou essayer de faire toutes les télés du monde, quoi. En parlant de tes projets perso et de voyager à l'étranger, tu as voyagé au travers de la séduction aussi beaucoup, tu m'as confié, ça te fait rire, je développe cette maladie, tu parles d'une maladie, hein, le poison qui est l'appétit sexuel, qui est la femme. C'est vrai, c'est terrible, c'est à la fois la plus belle chose sur Terre, mais c'est le mal. Pourquoi qui est le mal? La femme. Non, pourquoi? pas la femme, mais on va dire j'aime bien l'appeler, avec mes amis, je l'appelle la maladie, le poison. Mais qui la séduction? Ouais, on va dire cette quête de séduction, cette quête de plaire, cette quête de aussi un petit peu la sexualité, etc., quoi. Parce que ça prend quand même une grosse place dans ma vie. Et c'est vrai que je me dis des fois, mais si j'avais mis toute l'énergie, ne serait-ce que la moitié de toute l'énergie et du temps passé à séduire, à rencontrer, à date, dans l'apprentissage de langue, quoi, je serais polyglotte, tu vois. Donc, Bon, t'es déjà bilingue? Trilingue, ouais. Ok. Pas presque. Des langues, tu as dû en rencontrer aussi. Oui, j'ai rencontré beaucoup de langues, oui. T'as eu combien de conquêtes? De conquêtes? Ouais, au cours de ta vie. Genre, j'ai commencé carrière, si je puis dire, très tardivement quand même. Parce que donc j'ai eu de relations, etc. sérieuses, on va dire. J'ai commencé à vraiment fréquenter des filles comme ça, juste en date, éphémère, vers mes, je sais pas, 23, 24 ans quand même, donc tard. Hein. Ok, et t'as 27 au moment où on ouais. tombe. Donc,
D'accord. Attends, je peux me permettre une question? Oui. Tu me dis si c'est déplacé. Non, Hein. ouais, dis-moi. T'étais puceau avant 23 ans? Non, non, non. Ah, Non, non, j'ai fait ma première fois à 17 ans avec ma première relation. Ensuite, ça a duré 2 ans, j'ai arrêté. Ensuite, un an et demi, j'ai arrêté. Après, j'ai mis 1 an à me refaire de cette dernière relation. Et c'est là où j'ai un peu voyagé, etc. Et après seulement, je me suis réouvert à la femme. Et là, par contre, une fois que j'ai goûté, c'était le point de non-retour. mais c'est une obsession à la séduction ou c'est une obsession au sexe? C'est les deux. L'un va avec l'autre. Parce que de toute façon, une fois que tu séduis, l'objectif derrière, on va pas se le mentir, c'est quoi? C'est rare. Bah, quoique, tu peux séduire en vente, tu peux séduire aussi amicalement, bref. C'est vrai qu'il y a la séduction, il y a beaucoup de choses. Mais non, moi, en l'occurrence, le point final, bah, ça reste la sexualité derrière. Et tu dirais que tu as eu combien de conquêtes? Parce que tu m'as pas répondu. Ça se compte en centaines facilement, oui. En centaines? Ouais, c'est plus de 200, là. Plus de 200? Mm. Ok. Et elle se manifeste comment, cette obsession sexuelle? Je dors pas la nuit, je... Non, mais pour de vrai, non, mais c'est un vrai Ouais, sujet. je sais, ouais, non, c'est vrai. Franchement, je veux pas en rire de ce non, sujet. Non, mais t'as tout à fait raison, parce que même moi, c'est limite, j'en parle de temps en temps, où je me dis, il faut faire quelque chose, là, ça devient beaucoup. Comment ça se manifeste? Toujours le besoin sur le téléphone, un message, etc. Bah, tu vois, là, hier j'étais à Toulouse, aujourd'hui je suis à Paris, directement, qui est à Paris, etc. Sur les applications de rencontres? Beaucoup, moi c'est beaucoup via les applications. Tinder, tout ça? Ouais, exactement. Beaucoup via les réseaux sociaux qui de nos jours, c'est comme des applications de rencontres quasiment. Donc oui. Hein. Mais tu fais comment? C'est toi qui fais le premier pas? C'est toi qui amorce? Mais moi j'ai une trame, je peux pas te dire toutes mes techniques. Un peu quand même. Ok, moi j'ai une trame, en fait, bon, maintenant je travaille en volume, c'est-à-dire que j'ai des messages copiés-collés, c'est-à-dire que là, pardon, je vais à Barcelone dans 3 jours. J'ai déjà envoyé à peu près une 50aine de messages. Donc sur Tinder, par exemple, je vais me mettre dans l'endroit où je vais en amont de 3 jours. J'anticipe, je match, j'envoie mes messages copiés-collés. Et ensuite, en fonction des réponses, j'ai déjà des personnes qui m'attendent ou non, quoi. T'as les différentes langues qui sont prévues? Ah oui, j'ai français, anglais, espagnol. D'accord. Ok. Et genre, tu dis quoi dans ces messages? Non, je vais droit au but. Je vais droit au but, je dis salut, j'espère que tu vas bien. Écoute, je te respecte toi et ton temps. Je vais venir à Barcelone une petite semaine. Forcément, je ne peux pas prévoir l'amour d'une vie. Par contre, si ça t'intéresse, voilà, on peut se voir une soirée et ils comprennent très vite, quoi. Okay. Mais je préfère ça, c'est honnête, c'est direct que faire semblant que les joueurs, oui bébé, on va se voir, alors qu'on sait très bien que tu viens une semaine en vacances, arrête, tu vois. Moi, c'est ça. Et ça marche souvent? C'est fou. C'est fou. Elles apprécient énormément l'honnêteté, au fait. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple, au fait, quand tu es honnête avec la personne, au lieu de jouer. Et quand tu pars, par exemple, une semaine que tu prévois, donc ton road trip d'une semaine en Espagne, tu couches à quelle fréquence? Ça peut être tous les soirs. Hein. Okay. Ça dépend. Ça peut être, ça va dépendre du mood, ça va dépendre d'où aussi, énormément. Mais bon, vu que souvent, c'est des endroits moi, où je vais, je veux dire, c'est Dubaï, Miami, Tulum, Bali. Donc, c'est les endroits où il y a les plus beaux modèles, etc., où tout le monde vient faire la fête. Donc, c'est très, très facile. Donc, ouais, non, en une semaine, ça va très vite. Hein. Et c'est quoi le style de fille que tu contactes? Tout. J'aime tout. Au fait, il faut juste qu'il y ait une... Alors attention, je dis que je fais du volume, mais après, je trie. Hein, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une alchimie quand même, un minimum. Mais il y a de tous les profils. Tous les profils, peu importe, petites, grandes, grosses, minces, rousses, tous les styles asiatiques, européennes, tout, latina, bon, c'est quand même un petit péché, moi, les latinas, mais voilà, ouais. Donc tu n'as pas de critères physiques? Non, pas du tout. Je suis pas attiré par vraiment un physique, hein. Alors oui, forcément, il faut que ça me plaise, mais en l'occurrence, ça va être surtout un peu le mental. Tu me diras qu'on n'a pas vraiment le temps de l'exploiter parce que ça va vite, mais quand même, moi, en 5 minutes, je peux savoir. T'es jamais tombé amoureux? Je pensais que c'était de l'amour quand j'étais jeune, à 21 ans. Puis avec le recul, c'était plus de l'attention. J'avais plus parce que tu sais, je sortais justement de cette zone un peu où, enfin, quelqu'un prenait soin de moi entre guillemets. Et je me disais, ah génial, c'est ça l'amour. Mais non, je pense pas. Tu t'es fait tatouer un serpent aussi en lien avec ton addiction. Ouais, exactement là. Mais ça signifie quoi? C'est le serpent représenté dans la Bible qui vient chuchoter à l'oreille de Ève les mauvaises choses, le premier péché originel, le péché charnel. Et je voulais un peu cette représentation-là dans l'oreille, parce que c'est vrai que ça, maintenant, ça prend quand même une place importante dans ma vie. Donc, ouais. Tu parlais des différents styles de femmes et des critères que tu n'as pas. Ça veut dire que quand tu as une relation intime avec une femme, peu importe qu'elle fasse 1m60 pour 80 kg? Ouais, j'ai déjà fait. Hein. Tu es attiré? Là, j'étais attiré. En fait, par une femme en surpoids, on va parler français. Ouais, femme en surpoids, j'ai déjà eu des relations avec 2-3 femmes en surpoids, et au fait, parce qu'il y avait un regard, parce qu'il y avait une intelligence, parce que, je sais pas, il y avait quelque chose, au fait... D'accord. Donc, est-ce que tu as déjà eu des relations sexuelles avec des femmes qui te plaisaient pas forcément physiquement de tête?
Ouais, oui, c'est déjà arrivé ça, parce que, bon là, c'est un peu un autre contexte, mais parce que soit elle a pris un train, elle a fait des heures, et c'est pas exactement ce que j'avais imaginé avec les photos, mais bon, à partir du moment où elle est là, et si plus est, il y a feeling, on y va. Par contre, je me force pas, hein, donc ça veut dire que des fois ça arrivait, elles sont venues, je dis bah, non, désolé, salut quoi. Et donc, vu que tu es un globe-trotteur, ça veut dire que tu as eu des relations avec des femmes qui viennent de plein d'origines, de plein d'endroits dans le monde. J'ai goûté toutes les saveurs du monde. Épicé, pas épicé, salé, pas salé. Est-ce qu'il y a des... On dit que le sexe est un sujet universel. Mhm. C'est vrai ou pas? Ouais, oui, Ok. 100%. Mais est-ce qu'il y a des différences dans la façon d'appréhender le sexe en fonction du pays d'où on vient, des origines, des coutumes, j'en sais rien? C'est super intéressant. Et oui, totalement. Totalement, on drague pas, on ne séduit pas de la même façon. Une latina qu'une russe, qu'une asiatique, ça n'a rien à voir. Et l'approche aussi est tellement différent. Là, je parle, peut-être ça peut choquer en France, tu vois, la façon dont je te parle très décomplexé de ça. Mais je te garantis que pour une latina, par exemple, là-bas, la culture, c'est d'abord on va coucher ensemble et après on apprend à se connaître. Mais littéralement, c'est ça. En France, c'est pas vraiment ça. C'est plutôt on va se boire un verre une fois, deux fois, trois fois et ensuite on passera à l'action si on a envie, tu vois. Mais et en fonction de où tu es dans le monde, c'est vrai qu'il y a une énorme différence. Quelles sont les cultures les plus réservées? Ah, européenne. Européenne 100%. Les plus dévergondées, si on peut appeler ça comme ça? Les plus ouvertes, on va dire latinas, asiatiques, mais aussi c'est de ce fait de. Il y a le côté aussi, on est européen, on arrive là-bas, grand, et du coup, un peu le pouvoir, entre guillemets, tu vois, il y a cette image-là aussi, c'est pour ça que c'est très facile aussi en Asie et en Amérique latine. Les plus coquines? Les plus coquines, latinas. Les plus fuego, mon ami. Les Fuego. plus sur la retenue? Encore une fois, Europe, je pense. Ok. Les plus j'éteins la lumière parce que je préfère la pénombre? Horrible ça, pourquoi vous faites ça? Je vais m'adresser. Mais moi, je fais rien du tout. Arrêtez de faire ça, les C'est filles, là. c'est là. Oh. Non, vous êtes magnifiques, nous, on veut voir vos défauts, on veut voir vos, comment on appelle ça? Vergeture. Stretch mark. Merci, vergeture, on veut voir vos formes, c'est pas grave, c'est normal, c'est naturel. Non, clairement. Il va faire du bien ton discours là. Non, mais moi, je te promets, dès qu'il y a une fille, on peut t'amuser. Pourquoi? Pourquoi faire? C'est ça, en fait, que j'aime bien, moi, c'est l'imperfection. La beauté se trouve dans l'imperfection. Toi, tu veux tout voir. Oui, après, c'est un peu t'amuser, je m'en fous, mais c'est dans le fait de dire, au fait, ce qui est attirant, en tout cas pour moi, chez une femme, ça va être sa confiance, ça va être, oui, je m'offre à toi, mais pas je m'offre à toi à moitié parce que j'ai un petit bourrelet, un petit complexe, on s'en fout, je m'en fous d'une force. Tu veux tout connaître. Oui, ouais. T'as confié, il y a un mois, à Miami, je venais de faire ma première expérience sexuelle avec une femme trans. Ouais. Tu le savais? Alors, bon, faire l'histoire rapidement, donc je suis en soirée à Miami et je vois une superbe femme, vraiment très belle, même mes potes, oh, elle est trop bien et tout, elle est trop belle, va lui parler, etc. Je dis ok, bon, je vais lui parler, je l'aborde normalement, etc. Et au fait, au bout de 2-3 minutes de la discussion, elle me dit, mais par contre, voilà, je suis une femme transgenre, etc. Et je t'avoue que c'était la première fois, moi, donc je fais, ah ouais, putain, on ne le voit pas du tout, j'ai été surpris. Et je dis, bah attends, je reviens. Et je prends un petit moment de réflexion et je me dis, mais si elle ne me dit jamais ça, en fait, moi, j'ai senti cette attirance à ce moment-là, tu vois, j'ai été attiré par elle. Donc si elle ne me le dit pas, je fais normalement, c'est-à-dire que je prends contact, ou alors je dis, viens, etc. Et forcément, tu as toujours des réactions encore à l'ancienne de mes potes, oh non, mais frérot, c'est une femme transgenre, laisse tomber, etc. Et moi, je dis, attends, laisse-moi tranquille. Je m'en fous, je réfléchis, je m'en fous, je vais pas me retenir, pourquoi? Elle m'attire, là, l'humain que j'ai devant moi m'attire, pourquoi me retenir? Donc je retourne la voir, je dis, tu sais quoi, je réfléchis, ça me dérange pas du tout, donne-moi ton numéro, on en reparlera et tout. Et du coup, je prends le numéro, j'échange avec, en échangeant avec, pareil, super bon feeling, donc bon, au bout de 2-3 jours d'échange, je dis, écoute, passe à la maison, etc. Et voilà, et ça s'est fait naturellement, quoi. Ok. Elle était opérée ou elle était en transition? Non, elle n'était pas opérée, mais je précise là-dessus. Donc elle avait ses attributs masculins, ouais. De naissance? Ouais. On peut dire, elle avait un pénis, pas de souci, femme transgenre. Mais au fait, je pense que c'est un peu, bon, je sais pas, je vais pas parler pour toutes les femmes transgenres que je connais pas, qui ne sont pas opérées, mais en tout cas moi là, elle savait clairement ce qu'elle faisait, c'est-à-dire que je n'ai ni vu son pénis, ni touché, rien du tout. Ça veut dire que ça s'est fait, je sais pas, hyper naturellement. Enfin, j'ai pas vu de différence avec une femme, hormis bien sûr que elle a un pénis, donc forcément, tu peux pas faire tout ce que tu peux faire avec une femme. Oui, donc tu l'as fait par derrière. Exactement. Mais je veux dire, à part ça, j'ai même pas vu, et ça m'a choqué. Je me dis, mais trop forte, mais je savais même, je me suis dit, mais elle est opérée ou pas du coup? Parce que, bon, vu que je savais en amont, j'y suis pas allé, parce que normalement, je donne beaucoup de ma personne, donc forcément, j'y vais. Et là, j'étais sur la retenue, parce que je dis, bon, je sais, donc je l'avais prévenu. Hein. Par contre, ça, on en discute tout le temps, bien sûr, tu sais, vu que c'est un cas quand même particulier, on va pas se mentir.
avant, on en a parlé. Je lui ai dit, bon, ben, ok, je ferai pas ça, etc. Elle m'a dit, oui, pas de souci, t'inquiète, on avait nos règles. Et du coup, ben, non, ça. Patrick, c'est une expérience pour toi, cette relation intime avec une femme trans, ou alors il faut le normaliser, justement? Non, justement, c'est pas du tout. Au fait, c'était pas du tout un rat de laboratoire où tiens, je vais faire une expérience. Ah ouais, femme trans, vas-y, je vais essayer, voir comme ça. Pas du tout. J'ai vu un humain en face de moi, j'ai vu une personne qui m'a attiré, et je me suis dit, je vais pas me mettre de barrière sous prétexte que si, que ça. Point. Ok, non mais il y a plein de mecs qui sont pas comme ça, j'en ai entendu parce que j'ai déjà reçu des femmes trans en interview qui me disent bah ouais, il y a plein de mecs qui sont curieux en fait, ils nous critiquent, ils nous insultent, mais ils ont envie de venir goûter. Mais attends, elle m'a montré. Ah, mais les femmes trans, du coup, bah, j'en connais pas mal maintenant. Et elle me montre les DM, mais c'est fou. C'est fou parce que le nombre d'hommes qui sont hypocrites parce que oh, elle est incroyable, etc. Oh, mais je ferai jamais. Mais t'inquiète pas qu'ils ont fait, tu vois. Ils ont fait et pas qu'une fois. Parce que toi, tu as participé à une émission aux États-Unis qui s'appelle Love Trip. Love Trip in Paris. Ce sont 4 Américaines qui sont malheureuses en amour, qui se rendent à Paris pour trouver l'âme sœur. Elles craignent de toujours répéter les mêmes erreurs. Dans cette émission, il y avait Lacey, il y avait Rose, il y avait Caroline et il y avait Jocelyne. Et elles ont 4 profils totalement différents. T'en as une qui est hétérosexuelle, l'autre qui est lesbienne, l'autre qui est pansexuelle et l'autre qui est transgenre. Et pour le coup, toi, tu te rapproches de Jocelyne qui est femme transgenre. Ouais. C'était avant cette expérience de Miami, hein? Non, c'était juste après, justement. En fait. C'était juste après. En fait, ça s'est fait un peu naturellement parce que quand j'ai été contacté par ça, le producteur, il m'a forcément prévenu. Il m'a dit, bon, ben voilà, il y a 4 femmes, etc., dont une qui est femme transgenre. Est-ce que toi, tu es ouvert à ça? Forcément, ils ont besoin de savoir aussi. Hein. Et du coup, ça tombe bien, entre guillemets. Il y a un mois en arrière, j'ai fait ma première expérience. Ça s'est bien passé. Donc oui, je suis relativement ouvert, quoi. Ok. Comment ça s'est passé avec Jocelyne? Est-ce que c'est toi qui as décidé de choisir cette jeune femme sur les 4? Alors, en toute honnêteté, j'ai été aiguillé vers Jocelyne, étant donné que j'arrive en toute fin d'émission, que les autres avaient déjà leur histoire, etc. Donc forcément, ils cherchaient des prétendants un peu plus axés sur Jocelyne. Donc quand je suis arrivé, moi je suis allé instinctivement aussi sur elle parce que j'étais quand même drivé dessus. Ok, comment ça s'est passé? Ouais, ça s'est très bien passé. Jocelyne, c'est une femme pétillante, latina. Non, franchement, c'était hyper agréable d'être avec elle. C'est limite, comment expliquer? Elle est super agréable à jouer avec, entre guillemets, en in. Elle est pétillante, elle joue. Voilà. Vous avez une relation? Une relation? Oui. Non, en in, oui. Mais après, l'émission, forcément. Parce que vous repartez ensemble, là. Ouais, je sais. Mais pour ça, qu'est-ce qui se cache derrière ton je sais, ouais. Non, on repart ensemble dans l'émission. Mais le souci, c'est que, au fait, on n'a pas eu l'occasion et la chance d'apprendre à se connaître hors caméra. C'est-à-dire qu'on était séparés tout le temps. Quand on allait faire nos dates, on avait nos dates, mais après, attendez, vous parlez pas, etc. Donc impossible de communiquer. La télé, c'est génial, on est d'accord, mais je veux dire, il y a quand même toujours une partie derrière où c'est important de connaître les gens aussi en dehors de ce cadre des caméras partout, etc. Là, on n'a pas eu cette occasion-là. Donc, à la fin de l'émission, je lui ai dit, bon, viens si tu veux, on va quand même prendre le temps un petit peu de se rencontrer hors caméra, parce que des fois, il y a des personnes, c'est complètement différent, hein, face caméra, hors caméra. Et du coup, mais je lui ai dit, moi je voyage, donc j'étais reparti en voyage à Bali, elle n'a pas trop me suivi, donc au final, on a perdu contact directement, quoi. Ok. Et après, il y a eu Cosmic Love. Ouais. Sur Amazon Prime Video. Non, Cosmic, c'était avant. Cosmic, c'était avant. Ouais, c'était avant. Tu reviens en France pour le tournage. Voilà. En fait, il y a Cosmic, et ensuite j'ai été rappelé pour faire Love Trip. Ok. Comment ça s'est passé? Enfin, d'abord, pourquoi tu as accepté? Comment on te l'a vendu? Est-ce que tu t'y connaissais en astrologie? Tu étais dans quel état d'esprit à ce moment-là? J'ai posé 4 questions en une. Alors moi, astrologie, grosse quiche. Et d'ailleurs, j'adorais... Les Américaines sont fans d'astrologie. Donc moi, à chaque fois, mes phrases d'accroche pour draguer des Américaines, c'était « c'est quoi ton signe ?» Ah, mais moi aussi, on est trop compatibles. Mais oui, mais bon, on me donne des vrais, j'utilise. Non, mais en fait, tu vas là où tu sais qu'il y a une sensibilité, quoi. Là, c'est cadeau, c'est trop simple. Mais du coup, finalement, je me connaissais un petit peu, du coup, grâce à ça, un peu pour la blague, quoi. Mais j'y crois pas vraiment. Enfin, quand on m'a proposé le concept, je me suis dit, ah, quand même intéressant. Okay. Parce que plateforme, parce que Amazon Prime, parce que Nabila, parce que différent. Je me suis dit, ça va peut-être moins dans le trash télé-réalité, on va chercher du clash, tu vois. Et c'était surtout dans un moment de ma vie où, ça y est, tu vois, ça faisait quand même, depuis ma première télé, 4-5 ans, moi j'ai vécu, j'ai eu mon business. Je veux dire, je suis en place, entre guillemets, c'est-à-dire que, voilà, je peux faire ça librement, beaucoup plus mature émotionnellement aussi.
et un gros ras-le-bol d'enchaîner comme ça, au fait, surtout. Et je me suis dit, pourquoi pas? Je sais que ça reste de la télé, etc. Mais ça peut être génial là-bas quand même de trouver l'amour ou au moins une personne qui veut bien m'accompagner dans mes voyages, etc. Avec qui partager des choses sympathiques. Toujours dans cet esprit-là, quoi. Pourquoi tu ressentais un vide à ce moment-là? Parce que c'est bien c'est rigolo au début. Chaque homme, et je vous encourage, faites-le un petit peu, voyager, allez découvrir le monde, goûter un peu les saveurs. Mais je vous garantis qu'au bout d'un petit moment, vous allez vous rendre compte que c'est pas ça qui vous enrichit vraiment. C'est creux comme mode de vie. C'est vide. T'es arrivé en cours d'aventure dans Cosmic Club Ouais. et t'es une sorte de joker, ça veut dire quoi? Ouais, alors en fait, moi j'ai été prévenu, j'arrivais en tant que 13e élément, donc il y en avait déjà 12 qui étaient là, 13e cosmique. Et au fait, mon rôle, c'est que forcément, quand tu arrives au milieu, il y a déjà des affinités qui sont créées, donc forcément, ça va créer un peu des problèmes, et le but, c'était de pas avoir peur, quoi, et d'y aller, même s'il y avait déjà des affinités et des couples qui étaient créés. Pourquoi tu m'as dit qu'il n'y avait aucune des 4 demoiselles, donc aucun des 4 éléments qui ne te plaisait, qui était à ton goût, qui était ton style? Tu m'as dit qu'on t'a survendu les demoiselles. Ouais, mais ça, c'est un petit défaut télévisuel, c'est à chaque fois on te survend les candidates, c'est génial, tu verras, elles sont exceptionnelles, typiquement pour toi. Bon, c'est pour te donner envie, mais c'est vrai que moi, quand je suis arrivé, encore une fois, c'est juste personnel, c'est mes goûts à moi, j'ai pas... Tu sais, j'ai vu 4 filles et pas 4 femmes. Moi, j'aime bien avoir des femmes, tu sais, je fréquente pas mal de femmes de plus de 30 ans, etc. Et là, elles étaient un peu jeunes, et je sentais que ça manquait un peu d'expérience, et un peu de fragilité, tu vois, c'était pas très attirant pour moi. Tu dis que c'était des fillettes et pas des femmes. Ouais, on va dire ça, oui. J'ai vu 4 filles, en fait, j'ai pas vu des femmes. C'est gênant. Pour moi, oui, c'est dérangeant. Après, ça peut plaire à d'autres personnes, la preuve en est. Il y a eu des couples, ça a plu, quoi. Ton coup de cœur, c'était Moana. Ouais, Moana, c'était un peu, selon moi, déjà latina, et mine de rien quand même, Moana, on avait beaucoup de points communs sur plein de choses, la vision de la vie, le voyage, etc. C'était la seule un peu, je pense, qui me correspondait, ouais. Tu savais que Moana et Vincent se tournaient un petit peu autour? Quand je suis arrivé, elle était sur ses genoux, j'ai su directement que, ouais, oui, c'était plus que se tourner autour déjà quand je suis arrivé. Pourquoi Vincent, il dit « Patrick est le plus hypocrite de l'aventure » ? Parce que... Parce que quand je t'entends parler depuis le début, je vois pas d'hypocrisie. Ben oui, mais... Après, bon, moi, j'ai pas tourné avec vous. Hein. Parce que quand tu dis des vérités, tu déranges. C'est quoi les vérités que tu as dites qui ont dérangé? Quand tu dis un hypocrite qui est hypocrite, la première attaque, c'est « Non, c'est toi, non, c'est toi, non, c'est toi ». Donc tu lui as dit qu'il était hypocrite? Bah oui. Pourquoi il était hypocrite selon toi? Parce que c'était un choix... Enfin, déjà, de base, il n'avait pas d'affinité avec Moana du tout. De base, il a avec Anna, il se fait friendzone, donc forcément, qu'est-ce qui se passe? Bouffe, on dérive. Ah ben, oups, ah oui, non, finalement, Moana, c'est toi que j'aime trop. Enfin bon, c'était un business plan, il est venu avec son idée en tête, on va faire ça, je vais finir l'émission, je veux qu'il y ait ça, ok, super, let's go. Et il m'a donné raison, parce qu'en fin d'émission, on me voit où je dis à Vincent, je lui dis directement, j'y crois pas une seule seconde, quand vous allez sortir, ça durera pas. Ça a duré 2 jours, il l'a trompé en boîte de nuit directement après, donc voilà. Et Vital, il en rajoute une couche aussi dans une vidéo, il dit Patrick, il en avait rien à foutre de Moana, il n'était pas sincère. Est-ce que c'était le cas? Non, alors c'est pas que j'en avais rien à foutre, c'est que je suis arrivé et que quand j'ai essayé d'apprendre à connaître quelqu'un, mais qu'en retour il n'y a rien, et qu'on me bloque, et qu'on ne fait même pas l'effort, alors que c'est quand même le but, je suis désolé, oui, ok, tu as une affinité, enfin en plus, bon, affinité, mais le but du jeu aussi c'est de rester ouverte et d'essayer d'apprendre à connaître au moins, pas faire semblant, tu vois, parce que c'était dur quand même, mon rôle était très compliqué, quand tu vas, mais que... Donc tu as déjà en in face caméra, mais après tu as aussi le off, c'est-à-dire qu'en off, je ne pouvais même pas lui parler tout le temps au bras de Vincent, etc. Donc moi je me retrouve là au milieu, je fais bon, je fais quoi? Donc ouais, assez compliqué avec Moana quand même. Il a fait d'autres révélations, Vincent, dans cette fameuse vidéo. Il dit que tu lui as dit que Moana n'était pas ton style. Non, je sais pas pourquoi, non. Surtout qu'en plus, je vais expliquer, je lui dis, il y avait juste 2 filles potentielles qui pourraient être mon style, c'était Moon et Moana, mais je l'avais dit directement. Donc en plus, gentleman, je suis fair play, j'arrive au milieu, je l'isole et je lui dis, écoute, Moana j'aime bien, je sais que Moana, il y a quelque chose, mais je suis désolé, je vais essayer, je vais pas, enfin je suis là pour ça. Donc ouais, je lui avais dit. Mais en fait, t'avais les garçons de l'aventure sur le dos, quoi. T'en avais beaucoup. Ah ouais, un petit peu, mais après, je m'y attendais. T'arrives au milieu, il y a déjà une cohésion d'équipe, il y a déjà des affinités, ils vont pas m'accueillir bras ouverts. Oh bah oui, viens, regarde, ça c'est ma chérie, je te la présente, forcément. Et la villa, alors c'est arrivé quand?
Là, Alors ça, j'aurais jamais imaginé, tu vois. Moi non plus, tu vois, parce que ouais, moi non plus, mais la villa, ça arrivait, écoute, un peu après ça, un peu après Love Trip, au fait. Voilà, on m'appelle et on me propose, écoute, on est en train de tourner une émission à Cancun, ça t'intéresse, est-ce que tu voudrais venir? Et je dis, je vais arriver encore au milieu de cours, oui, bon, allez, on y va, tu vois, c'est reparti. Est-ce qu'ils connaissaient ton profil? Est-ce qu'ils savaient que tu avais participé à Love Trip, à Cosmic Love? Exactement, en fait, ils connaissaient mon profil. Comment ils t'avaient connu, ils te l'ont dit? Au fait, c'était un peu la même prod de Love Trip que la villa. Donc ils savaient, ils connaissaient mon profil, ils savaient aussi que j'étais ouvert aux candidates et aux femmes transgenres si besoin. Et du coup, quand ils m'ont appelé, ils m'ont aussi prévenu, ils m'ont dit voilà, il y a une émission, la villa qui est en train de tourner, tu verras, il y a homosexuel, il y a du bisexuel, il y a des femmes transgenres, etc. Est-ce que toi, ça te tente de venir essayer l'aventure? Donc j'ai dit oui. Mais dis donc, les LGBT, ça te poursuit, hein. Là, effectivement, je dis mais attendez. Ça y est, le porte-parole, le drapeau, LGBT, on y va, let's go. Donc, ouais, c'est vrai que les 3 émissions que j'ai faites là, c'était très ouvert là-dessus. En tant qu'homme, hétéro, t'es hétéro? 100%. Tu te considères hétéro? Ouais, 100%. Cisgenre? Alors, tout ça, moi, ça me... Homme hétéro, ouais. Ok, allez, homme hétéro. Ça te gêne pas, t'as pas peur, t'as pas l'ego masculin en toi qui te dit alors Love Trip, il a eu une relation avec Jocelyne qui est une femme transgenre, la Villa des Cœurs Brisés, on lui dit qu'il y a Jade qui est une femme transgenre, il va passer pour le mec en fait qui a le drapeau LGBT et qui se rapproche de femmes transgenres, de bi, je n'en sais rien. Ouais. Non, mais il y a plein d'hommes qui réagiraient comme clairement, ça. Je sais, et c'est pour ça aussi que je suis là, parce que je me dis, je ne suis pas dans le stéréotype, je suis très ouvert d'esprit, mais je veux dire, je suis un homme hétéro à 100%, et au fait, j'ai envie de montrer que même en étant homme hétéro à 100%, on peut avoir une attirance pour une femme transgenre. C'est une femme, enfin, les gars, arrêtez de se voiler la face, arrêtez de faire semblant, arrêtez d'être hypocrite. En fait, l'hypocrisie, c'est quelque chose que je supporte pas. Et je sais très bien que les 3/4 des gens, si on leur dit pas, ils font tête baissée, tête baissée. Et moi, ça m'énerve ce frein, en fait, de se dire « Ah non, mais puisque c'est ça, arrête, si on te dit rien, tu y vas ». Il t'avait parlé de Jade un petit peu avant que tu tournes? Pas de Jade elle-même, mais on m'a prévenu que oui, il y avait une femme transgenre. Ok. Comment ça s'est passé avec Jade? Ça s'est très bien passé avec Jade, on a eu un très bon feeling dès le début. Après, forcément, on apprend à connaître la personne, etc. Et là, c'est un peu plus compliqué par la suite, quoi. Dans quel sens plus compliqué? Est-ce que c'était Jade qui te plaisait? Ou une autre, hein? Ouais, non, Jade me plaisait. Ouais. Ton style? Je suis arrivé, très belle femme. Elle te plaisait? Ouais, clairement. Physiquement? Clairement, physiquement, elle me plaisait. Je suis arrivé, je suis cool, génial. Et mais par contre, c'était plutôt mentalement où ça coinçait. À quel niveau? Oui. Quoi? Non, j'allais te dire parce que vous avez quand même une similitude, pardon. C'est que tu me disais tout à l'heure que tu avais une obsession pour le sexe. Ouais. Et Jade me l'avait aussi confié quelque part en interview, donc vous avez quand même des points qui vous relient. Justement, ça a été un peu presque un sujet de, pas conflit, mais un peu, comment dire le mot, de discorde, où c'était compliqué parce que c'est vrai qu'elle m'a vite fait comprendre quand même que ça allait prendre une place énormément importante, l'acte sexuel, dans la relation, et qu'il fallait vite y passer, tu vois. J'ai vite compris qu'il y avait besoin de ça. Et moi, en l'occurrence, j'y suis allé dans une optique complètement différente, en plus avec sa problématique, qui était donc je consomme les relations amoureuses, tout va très vite, etc. Je passe vite à l'acte sexuel, etc. Donc c'était assez logique par rapport à sa problématique, le comportement. Exactement, c'était même... Elle s'en est pas cachée. Voilà, donc au fait, même moi, mon but, c'était aussi de me dire, génial, elle a une problématique, en plus qui ressemble à la mienne, même si je suis pas du tout candidat, mais dans ma vie tous les jours, c'est aussi ça. Cool, pour une fois, je vais faire les choses bien, gentleman, je vais prendre mon temps et on verra où ça mène. Toi qui consommes les relations, qui a dit que tu as goûté à toutes les saveurs du monde, que tu as eu plus de 200 conquêtes en l'espace de 3 ans, t'as pas voulu goûter à Jade? J'ai voulu prendre mon temps. D'accord. Et au fait, il y a quelque chose qui me coince actuellement énormément, c'est quand on m'oppresse. En fait, j'adore, comme je te l'ai dit, je vis tout seul depuis que j'ai 17 ans. Et j'ai besoin d'avoir ma liberté. Et Jade, elle a besoin d'avoir énormément d'attention. Donc en fait, c'était l'opposé. Et quand moi, il y a quelqu'un qui est trop sur moi tout le temps, viens, ouais, non, mais viens là, viens, s'il te plaît, fais ça, viens. Au fait, arrête, ça me bloque presque. Alors, dans quel cas tu te sentais oppressé? Toujours besoin de beaucoup de demandes de contact physique, de demandes d'être toujours là. Moi, elle me laissait pas vraiment m'exprimer en groupe. Qu'est-ce que tu appelles demande de contact physique? C'est quoi? Je comprends pas. Tu comprends très bien, c'est quoi, mais on va dire, c'est... Ah non, tu parles de sexe?
Ça peut être, ouais, non, mais ça peut être de simples... Câlin? Oui, câlin, ou Attention. oui, câlin, attention, ça peut être des petites réflexions dans le creux de l'oreille, ça peut être des choses comme ça au début. Mais quelle réflexion? J'ai envie de toi, il faut que tu... etc., des choses comme ça, viens, ok. Alors au début, ben, c'est bien, mais quand il y a le double jeu, tu vois, quand je suis dedans, mais quand je fais comprendre que je suis pas dedans, une fois, deux fois, trois fois, ça devient compliqué à gérer, tu vois, je fais calme, calme. Ah, donc toi, t'étais vraiment dans une optique de trouver l'amour alors? Ah ben là, moi j'étais allé dans l'optique de me dire, je prends mon temps, oui, on va voir. Mais au fait, j'en ai marre de... Les conquêtes, c'est bien, mais stop, tu vois. J'en peux plus. Et depuis, vous êtes encore en contact avec Jade? Non, ben non, parce que justement, ça, c'est pas resté en très bon terme, quoi. Ah, mais tu lui as dit ça? Tu lui as dit j'ai besoin de temps? Bien sûr, je lui ai dit prenons le temps. En plus, ça allait dans sa problématique, c'était parfait, tu vois. Ouais. Et pour elle et pour moi, ça allait nous aider. Et elle n'a pas joué le jeu du tout, et voilà quoi. J'ai décidé de, bon, T'as décidé de quoi? bah, de partir. J'ai dit non, je peux pas rester comme ça dans cette atmosphère-là, quoi. Ok, et depuis, plus de nouvelles? Non, plus vraiment de nouvelles. Genre, elle t'en veut? Je sais pas si elle m'en veut, je pense qu'elle a dû comprendre avec le temps aussi. J'espère en tout cas que ça a été un peu comme une leçon, de se dire bon bah au fait je suis allé dans une émission pour régler une problématique, et au fait je suis tombé tête baissée dedans encore une fois quoi. Donc j'espère que là elle s'est dit merde. C'est bien selon toi qu'une production comme celle de la Villa soit de plus en plus représentative de la diversité? Bien sûr, non mais c'est bien, et toutes les émissions au fait c'est génial que... Toutes ne le font pas. Hein. Ah oui? Ah oui. Je suis pas toute, mais ok. Ben, en tout cas, alors là, dans ce cas, pour la villa, même l'off trip que j'ai pu faire, je trouve ça génial, moi, qu'il y ait de plus en plus d'hommes ou femmes homosexuels, lesbiennes, pansexuels, femmes transgenres, etc. C'est très bien. Par contre, il y a quelque chose qui, moi, me titille, c'est que on met en avant, en fait, comment dire, on normalise, on essaie de banaliser tout ça, ce qui est tout à fait normal. Mais par contre, au fait, j'ai l'impression que le combat, il est mal fait parce que comme si on voulait mettre tellement en avant qu'on va les surprotéger, on va les traiter différemment, et ça va pas être... Au fait, ça va à l'encontre du combat même qui est on normalise les choses. Parce que tu as fait 3 émissions dans lesquelles la diversité de genre, de sexe était présente, Ouais. on est d'accord? Mhm. Et c'est quelque chose donc que tu as constaté? C'est-à-dire que, par exemple, une femme transgenre va être plus protégée qu'un autre candidat? Carrément, carrément. Je le senti direct, et pas que moi, mais on le voit directement. Et dans quel sens surprotégée? Dans le sens où, je sais pas, par exemple de Jade par exemple. Elle a une problématique, voilà, il y a des prétendants qui viennent pour elle, pour régler cette problématique, elle ne la règle pas. Pourquoi elle est encore là? Pourquoi elle finit l'émission? Alors que les autres qui ont eu exactement le même cas, ils sont partis au fait, parce que t'as pas réglé ta problématique. C'est le but de l'émission. Tu pars, pourquoi t'es encore là? Tu vois, et parce que du moins j'ai le sentiment, et c'est même une conviction, que parce que c'est une femme transgenre, ça la foutrait mal, entre guillemets, que, voilà, comme par hasard, la femme transgenre qui trouve personne, du coup elle part, elle se fait virer, et tu vois. Et je trouve ça hyper dommage, parce que le but du jeu, c'est justement, c'est le but, un peu de l'impression, ils veulent normaliser, banaliser, du coup de les traiter exactement pareil. Parce que si tu différencies une personne de des façons, soit négativement, soit positivement, mais quand tu la différencies positivement aussi, tu la mets sur un piédestal comparé aux autres, ça reste une différence. Donc traite-la de la même façon. Je trouve ça plus juste, au fait. Pour conclure cette interview, j'aimerais qu'on parle d'une de tes citations, enfin d'une de tes légendes, pardon. Ouais. Citation, je crois que j'avais en face de moi un philosophe. Bref, une de tes légendes Instagram, mais en vrai que je trouve géniale. Ouais, voilà. merci. Tu dis, on affiche notre fausse vie sur Instagram à des personnes fausses pour avoir de faux likes venant de faux comptes dans le but d'obtenir une fausse notoriété. Même nos artistes préférés sont faux et nous tournent des clips mettant en scène des femmes avec de fausses fesses, jetant de faux billets dans des fausses voitures devant de fausses villas. Nous sommes une génération fausse. Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait dire tout ça? La vie et mon expérience de vie de partout à travers le monde, de rencontrer un peu des gens de tout milieu. Et fait, moi, je suis vraiment un fervent défenseur de la vérité. Pour moi, il n'y a que ça de juste. Après, chacun a sa propre vérité. Il n'y a pas de vérité absolue. Mais j'en ai marre d'être dans un monde faux où tout le monde se prend trop la tête pour rien. Tout le monde essaie de se victimiser. Tout le monde essaie de dire, regarde, moi, ça c'est mieux que toi. Arrête. On a tous des qualités, on a tous des imperfections, vivons avec, aimons-nous, acceptons nos défauts et faisons quelque chose de constructif tous ensemble. Enfin, voilà, c'est un peu l'image que j'ai, quoi. Pourtant, la télé-réalité, il y a beaucoup de faux. Hein. Ah oui, je sais bien. Et c'est pour ça que moi, j'aimerais bien apporter une image un peu plus vraie, nature, sans hypocrisie et cohérente. Est-ce que tu penses que tu seras toujours égal à toi-même, même si tu avances dans la télé-réalité?
dans cette industrie? En fait, oui, parce que en fait, dans la vérité, en fait, je ne crains pas, je crains rien, en fait, je m'en fous. Je suis vraiment, enfin, j'ai peur de rien. Je sais pas, je pense pas quand je suis dans une émission, je suis pas en train de me dire, je pense pas à mon image, au fait. Je me dis pas, ah non, mais en embrassant une femme transgenre, que va penser ma famille, que va. D'ailleurs, il faut que je réponde à ma mère sur son message juste avant, en disant, oh, j'ai vu le premier épisode, tu es venu pour quelle candidate? Elle ne sait pas encore, tu vois, par exemple. Mais je m'en fous, je vais lui dire clairement. Et je pense pas à mes amis, je pense pas aux spectateurs, à ce que a dit un tel, etc. Je m'en fous, j'y vais. Et je fais avec mon feeling, mon truc. Donc ça veut dire que si tu deviens un candidat célèbre, très célèbre, s'il y a l'argent qui suit, etc., ça te montera pas la tête? Mais l'argent, j'ai déjà, entre guillemets. Donc non. Oui, tu travailles dans la finance. Ouais, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Non, l'argent, c'est pas du tout une motivation première pour moi. Et non, au fait, j'ai expérimenté tellement et le mauvais et le positif. Je sais ce que c'est d'avoir beaucoup d'argent, je sais ce que c'est de ne pas en avoir. Exemple, en Australie, j'avais pas du tout d'argent, je devais voler mes boîtes de thon pour manger, etc. pendant une semaine. Bref, du coup, j'ai beaucoup de gratitude pour ma vie au jour le jour. Et je la vis comme ça. Comment tu as constitué ta fortune? Ma fortune. C'est un bien grand mot, ma fortune. Travail, discipline, sacrifier, passer de ce que tu as vu où je vomis à 14 heures par jour, non-stop, à travailler, etc. Alors ça consiste en quoi ton taf? Oh là, j'ai différents business, mais on va dire principalement, ça va être de l'investissement, grosso modo, pour simplifier les choses. Immobilier? Ça peut être tout, hein. Alors je fais pas d'IMO, mais... Je veux bien que tu m'expliques, parce que moi je connais rien, c'est un sujet vraiment... Au début, moi j'ai commencé avec la crypto, donc tu as déjà entendu parler, crypto-monnaie. Ouais. Voilà, t'en as déjà fait des pubs? Ouais, j'en parle de la crypto-monnaie, bien sûr. Je fais pas de pub, je fais pas de promotion de crypto-monnaie. Ah oui, t'as vu, il y a la loi influenceur et tout, maintenant c'est très réglementé. Bien sûr, toujours le disclaimer, etc. Non, mais ça a commencé moi en crypto, à titre personnel, puis après, du coup, j'ai commencé à me dire, tiens, ma famille, j'aimerais bien que tu fasses pour moi, et du coup, j'ai cherché une solution de placement professionnelle où c'est pas moi qui gère. Et voilà, donc je fais ça avec mes investissements. Ok, d'accord, j'ai rien compris. J'ai une équipe dans le monde entier, voilà, c'est pour ça aussi que je voyage beaucoup, voilà, avec lesquels je les apprends, je leur apprends un petit peu à devenir des leaders, à gérer, à chercher des investisseurs, à vendre, à faire du marketing, bref, à tout ça. Et je touche des commissions en fonction de tout ça. D'accord. Mais est-ce que c'est ce que font certains candidats de télé-réalité, rien à voir. Genre Laurent Billionnaire, Marc Blatta, etc. Non, rien à voir. Non, eux, ils sont dans des robots trading, etc. Non. Et qu'est-ce que tu penses de tout ce business-là? Faut faire attention parce que y a beaucoup de scams, beaucoup d'arnaques. Maintenant, quand je connais pas, je ne juge pas, donc je sais pas ce qu'ils font. Je sais pas ce qu'ils font. Je sais pas si c'est vrai, si c'est faux. Je sais pas. Mais en tout cas, oui, c'est un monde de nos jours. On peut faire énormément d'argent très vite. Par contre, attention, il y a énormément de risques. Il y a beaucoup d'arnaqueurs et je vous invite moi vraiment à tous faire vos recherches avant d'investir le moins de centimes dans quoi que ce soit tout le temps. Oh merci. Ça fait du bien d'entendre ce discours-là. Merci Patrick. Au plaisir. J'ai kiffé. Merci à toi, j'ai kiffé aussi. Vraiment, ta liberté de parole, ta liberté de t'exprimer, ta générosité. Ah oui, aussi. Oui, tu as été très généreux dans ton discours, dans ton histoire, dans ce que tu nous as exprimé. On peut te retrouver sur ton compte Instagram, c'est Patrick Führer. Ouais, c'est ça. C'est origine allemande? C'est suisse-allemand, ouais. Ah oui, voilà. Oui. Eh bien oui, forcément, la Suisse, elle a différentes... Exactement. Voilà. Merci Patrick. Merci on se retrouve beaucoup. très bientôt avec une nouvelle personnalité. Toujours, bien sûr, des confidences en toute intimité. Patrick, le mot de la fin, je te l'offre. C'est toi qui conclus. Ta cam, elle est là. Tu peux dire ce que tu veux. Ok. Pensez moins, ressentez plus. Ciao.